Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Bernard Accoyer. Bonjour, vous êtes Bonjour. Député Les Républicains de Haute-Savoie et ancien président de l'Assemblée nationale. Pour vous interroger aujourd'hui, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles. Bernard Accoyer, j'ai devant moi, donc je le disais, l'ancien président de l'Assemblée nationale. On a vu des images étonnantes hier après-midi. Vous auriez accueilli, vous, Pamela Anderson, venue soutenir une proposition de loi visant à interdire le gavage des oies à l'Assemblée, si ça avait été vous le président? Bon, d'abord, la politique spectacle n'est pas mon truc et je pense que c'est sûrement pas le moment d'en faire. La situation est beaucoup trop grave. Deuxièmement, quand il y a une crise dans la filière du foie gras telle qu'elle est actuellement, présenter une proposition de loi voulant interdire le gavage, c'est-à-dire mettre à bas un des savoir-faire français les plus prestigieux, le summum de notre gastronomie, c'est antipatriotique, c'est inqualifiable. Donc tout cela me paraît détestable et je pense que le gouvernement, comme le président de l'Assemblée d'ailleurs, aurait pu demander un peu de réserve dans une telle période. Gilles Leclerc. Autre sujet, le chef de l'État va recevoir les présidents des assemblées sur la révision constitutionnelle après les attentats. Les Républicains demandent une commission d'enquête parlementaire. Est-ce que vraiment on en a besoin? Quel est l'objectif? Est-ce qu'il y a des choses à découvrir? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous paraissent mystérieux ou c'est quoi? C'est une volonté de transparence absolue? Mais il y a eu les attentats en janvier 2015, Charlie Hebdo, l'Hypercacher. Et il y a eu un grand mouvement d'émotion dans le pays. Et puis finalement, il ne s'est pas passé grand-chose concrètement. Et il a fallu qu'il y ait les tueries du 13 novembre pour que le gouvernement décrète l'état d'urgence et prenne cette fois-ci des vraies mesures de prévention. On le voit tous les jours par les perquisitions, les initiatives nombreuses que les services de police et de gendarmerie conduisent. La question est pourquoi, ou plutôt qu'avons-nous fait ou qu'a fait le gouvernement alors qu'il savait que le danger était imminent et que les djihadistes avaient déjà frappé. Donc c'est dire que le gouvernement, en fait, a priori, n'aurait pas anticipé éventuellement d'autres attentats. Alors qu'il y en a qui étaient démantelés quand même. Je pense qu'il faut le vérifier. Il y a eu entre-temps l'attentat du Thalys, qui aurait pu être une tuerie également abominable. Donc il convient de regarder si tout a été conduit au mieux pour préserver, protéger nos compatriotes et tous ceux qui séjournent sur le territoire. Vous voterez, vous, la déchéance de nationalité pour les binationaux au Congrès? Moi, j'ai toujours soutenu cette mesure. Je pense que c'est une mesure symbolique, c'est vrai, mais la République, c'est aussi les symboles. Et je ne vais pas changer d'avis parce que le président de la République a décidé, après l'avoir combattu, de se rallier à une idée qui a été portée par ma famille politique. Véronique Jacquier. À propos de la déchéance de nationalité, vous êtes ancien président de l'Assemblée nationale. C'est la première fois que vous allez commencer à discuter d'un texte un vendredi à l'Assemblée. Ça ne s'est jamais fait jusqu'à présent. Comment vous expliquez qu'on discute d'un texte, qu'on commence à débattre le vendredi? Est-ce une tactique de la part de la gauche, en sachant que l'hémicycle n'est pas forcément plein ce jour-là? J'en suis stupéfait. J'ai cru comprendre que c'était une mesure qui avait prise hier la conférence des présidents à l'Assemblée, débuter l'examen d'une révision constitutionnelle dont on nous explique, le gouvernement nous explique que c'est un texte important, mais dont on voit surtout qu'il crée de graves divisions dans la majorité, me paraît ne pouvoir s'expliquer que de deux façons. Soit le gouvernement redoute d'avoir ses propres troupes dans l'hémicycle et d'étaler au grand jour ses divisions, ça c'est pas exclu, parce qu'il est sûr qu'un vendredi, comme ça n'est pas un jour où nous devons siéger depuis la réforme Séguin, nous ne siégeons pas normalement le vendredi, en dehors des sessions extraordinaires. Et deuxièmement, ce texte, le gouvernement finalement veut montrer qu'il ne lui attache pas une importance particulière. Donc je trouve un peu curieux que le président de la République convoque les parlementaires pour le congrès du Parlement à Versailles, annonce en grande pompe un certain nombre de mesures qui relèvent d'une révision constitutionnelle, et puis, d'une certaine façon, se cache, s'abrite de l'expression des parlementaires eux-mêmes en choisissant un jour de débat où, manifestement, il ne veut pas qu'il y ait de débat.
Alors François Hollande justement reçoit aujourd'hui Claude Barthelone et Gérard Larcher pour parler de la déchéance de nationalité. Ça fait 4 semaines que le sujet est sur la table, voire plus. Mais comment éviter maintenant les déchirements de la gauche tout en s'assurant le vote de la droite? Comment François Hollande peut-il s'en sortir? Écoutez, c'est son problème. Je pense que lorsque on prend des décisions aussi importantes et qu'on est président de la République, on sait où on va. En tout cas, nous l'espérons pour notre pays. Autre sujet, Bernard Accoyer, 2016 sera marqué par les primaires à droite. On a l'impression que cette campagne a démarré. Je rappelle que vous êtes, vous, dans le comité d'organisation de cette affaire. Vous serez prêt dans les temps, dans le calendrier? Est-ce que matériellement, d'abord, est-ce que tout va bien fonctionner? Qu'est-ce qui vous reste à... Il faut absolument que cette primaire de l'alternance se déroule dans des conditions indiscutables, que le résultat soit indiscutable. Ça, c'est vraiment la priorité absolue. Deuxièmement, il faut qu'elle soit vraiment ouverte, c'est-à-dire que de très nombreux Français, certains sondages parlent de 4 millions de nos compatriotes, puissent venir s'exprimer bien au-delà de ceux qui ont des cartes. Faire au moins aussi bien qu'avaient fait les socialistes la dernière fois. Oui, bien sûr. Bien au-delà de ceux qui ont des cartes dans des partis politiques. Oui, nous avons le temps d'organiser. Il n'y a plus de temps à perdre. Je l'ai fait savoir à plusieurs reprises à Thierry Solaire qui préside le comité d'organisation et nous devons chaque jour mettre en place de façon plus précise cette primaire. Mais j'insiste sur le fait que cette primaire doit également être l'occasion d'un débat d'idées et non pas une confrontation, une pure confrontation de personnes. Au fait, vous soutenez qui je ferai mon choix lorsque la campagne de cette primaire sera engagée et que nous aurons connaissance des Bernard Accoyer. Je travaille actuellement avec François Fillon depuis que celui-ci, que je l'ai choisi au moment de la présidence de l'UMP, de l'élection présidentielle de l'UMP en 2012. Je travaille avec lui, je suis très bien, mais je verrai quels sont les programmes le moment venu. Bernard Accoyer, est-ce qu'elle n'a pas déjà commencé cette campagne pour la primaire? François Fillon s'est déclaré candidat, Alain Juppé également. Or, Nicolas Sarkozy ménage le suspense, sauf que lundi prochain, il sort un ouvrage où il explique ses erreurs et ses réussites, et il commence aussi un tour de France. Il va aller à la rencontre des Français, sans la presse. Alors, 2 questions. Est-ce que ce n'est pas malhonnête de sa part d'être déjà en campagne sans le dire? Et deuxième question, est-ce que ça ne vous choque pas qu'il commence ce Tour de France avec l'argent du parti, avec l'argent des Républicains? Est-ce que c'est normal? Nicolas Sarkozy a pris la présidence, la direction des Républicains et il a remis notre famille politique en marche et il continue de la faire fonctionner et nous devons lui en être reconnaissants. Et qu'il soit dans la perspective d'être président à la primaire de l'alternance ouverte, c'est tout à fait normal et c'est son droit. Mais est-ce qu'il ne faut pas qu'ils le disent à ce moment-là? Les Français ne sont pas dupes. Je pense qu'il n'y a pas de mystère. Chacun sait qu'il est très probable qu'il soit candidat. C'est la vie politique. Essayons aussi de voir derrière cette compétition. Mais justement, je regarde ce qui se passe en coulisses. François Fillon a fait campagne ainsi qu'Alain Juppé sur leur denier. Et là, on a quand même un ancien président qui est maintenant chef de parti, qui fait campagne, qui finance ses déplacements avec l'argent des Républicains. Est-ce que chez vous, c'est pas un sujet? Est-ce que ça ne va pas le devenir? Pour moi, ce qui compte, c'est de ne pas s'arrêter à des considérations de cette nature, mais au débat d'idées. Lorsque l'un de ceux qui est déjà ou sera candidat à la primaire ouverte de l'alternance s'exprime, qu'il rencontre les Français, il enrichit notre débat et les propositions que nous proposerons aux Français le moment venu, que le candidat retenu proposera aux Français. C'est en quelque sorte un bouillonnement d'idées, d'échanges, et Dieu sait que nos compatriotes ont besoin de pouvoir s'exprimer auprès des responsables. Alors il y a la préparation de ce que vous dites, l'alternance, mais est-ce que ça empêche quand même de faire un peu ce qu'on pourrait appeler le droit d'inventaire des 5 années de Nicolas Sarkozy? Apparemment, il le fait un peu dans son livre. Alors, je ne connais pas les bonnes pages ni les autres de son livre. J'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas expliquer qu'on ferait mieux la prochaine fois pour redresser notre pays si l'on n'a pas soi-même essayé de comprendre pourquoi on n'a pas résolu les problèmes.
Apparemment, sur cette bataille des primaires, vous dites, vous attendez ce débat d'idées, mais au fond, quand on regarde déjà un peu les propositions, par exemple en matière économique, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Ça va se faire sur quoi donc? Vous attendez les idées? Quelqu'un d'autre hier, Benoît Paru, nous disait, mais non, ça va être plutôt sur l'attitude, l'image. Pour vous, c'est quoi le critère qui devrait faire la différence, puisque vous dites que vous attendez Je ne crois pas que ce sera seulement sur l'attitude et l'image. D'abord, il y aura sûrement des nuances très significatives entre les programmes des différents candidats à la primaire ouverte de l'alternance. Ça, c'est sûr. Deuxièmement, il y a aussi une façon de gouverner. Il y a aussi une aptitude à rassembler, une aptitude à avoir au plan international une autorité dont la France manque cruellement désormais. C'est tout cela qui constituera ce que De Gaulle appelait la rencontre d'un homme, enfin d'une personnalité avec les Français. Alors justement, vous soutenez François Fillon, il est actuellement le 3e homme. Comment peut-il, d'après vous, devenir le premier ? C'est la campagne, c'est la qualité des propositions qui seront formulées par les uns et les autres, c'est l'adhésion des Français à ce discours, et c'est alors il y a une question, il y a une question qui se pose dans la campagne, c'est qu'on voit un Nicolas Sarkozy là, qui essaye de remonter dans les sondages avec son ouvrage, avec le fait qu'il est déjà sur le terrain. On a Alain Juppé, François Fillon, et on a maintenant le retour de Jean-François Copé. Est-ce qu'on n'a pas toujours les mêmes hommes qui se mettent en ordre de marche pour essayer de convaincre les Français? Est-ce que les Français ne se lassent pas de ces retours permanents, que ce soit Nicolas Sarkozy en politique, après avoir été président de la République, ou Jean-François Copé, qui essaye de revenir sur le devant de la scène? Vous avez regardé Jean-François Copé hier soir? Écoutez, j'ai eu un problème avec la télévision et j'ai pas pu le voir, je le regrette beaucoup, mais on m'en a parlé. Donc, je vais vous dire que... Non, mais sur l'idée du retour en politique, est-ce que les Français ne se lassent pas? Deux choses. La première, il y a évidemment, pour ce niveau de compétition, besoin d'hommes ou de femmes expérimentés. Deuxièmement, il y aura peut-être des têtes nouvelles qui vont être proposées au vote lors de la primaire de l'alternance ouverte. Et puis enfin, il faut aussi regarder que, au cours de l'histoire du XXe siècle en particulier, les hommes ou les femmes qui ont fait les réformes profondes dont certains pays avaient un besoin pressant ont toujours été des personnalités politiques expérimentées d'un certain âge. Mais Jean-François Copé revient, pourquoi faire, par exemple? Il faudra que vous lui posiez la question. Sur le fond, Bernard Accoyer et François Hollande a présenté en début de semaine son plan pour lutter contre le chômage. Hier, la Cour des comptes recommandait peut-être de réduire le temps d'indemnisation des chômeurs ou peut-être même le niveau d'indemnisation du chômage. Est-ce que, à vos yeux, les candidats ou un ou plusieurs candidats de cette primaire pourraient prendre cette mesure à leur compte? Je pense qu'il est indispensable de réformer dans notre pays le mécanisme, les barèmes, les repères de l'indemnisation du chômage, même si c'est un sujet délicat à aborder et douloureux pour beaucoup de nos compatriotes. Le système ne fonctionne pas. D'une part, vous trouvez qu'il est trop généreux? D'une part, il est lourdement déficitaire, et d'autre part, on peut penser que son efficacité, par un certain nombre de dispositions, vous qualifiez de généreuse, et il l'est pour certains, dissuade probablement, en tout cas n'encourage pas suffisamment au retour à une activité. Oui, il sera indispensable de faire une réforme du système d'indemnisation du chômage, et je pense que tous les candidats crédibles devront l'avancer. J'ajoute que les déficits ajoutés les uns aux autres constituent désormais, à mon avis, un des problèmes les plus graves de notre pays, en même temps que nos problèmes de crise économique et sociale et des conflits multiples que nous connaissons. Le plan Hollande, vous pourriez le qualifier comment, le plan de lundi dernier? Je crains de devoir le qualifier comme une énième manœuvre pour donner le sentiment qu'il aura fait quelque chose de significatif contre le chômage, qui reste son échec majeur. Mais lorsque l'on aura après, avec toutes ces dispositions, à peu près 1,1 million de nos compatriotes en formation ou en stage, franchement, a-t-on seulement les moyens d'assurer ces formations? 1,1 million. Bernard Accoyer, explosion des actes antireligieux, toutes confessions confondues, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce problème de société? Mais je pense que nous sommes avec la question religieuse dans un pays qui est excessif.
et que tous les dogmatismes conduisent évidemment à des dérapages violents. Et nous avons à travailler sur le fait que notre communauté nationale comporte des Français qui sont soit de confession catholique, soit de confession musulmane, soit de confession israélite, d'autres qui sont d'une laïcité, mais qu'il faut que les uns et les autres se gardent de tout dogmatisme et de tout excès. La tolérance, ça commence par cela, la vie en société. Bernard Accoyer, le contexte des attentats y est pour beaucoup quand même. Parce que là, nous avons l'explosion des actes islamophobes, 20% d'augmentation pour les actes antichrétiens, 5% pour les actes anti-juifs. Il y a quand même une nouvelle donne depuis un an. Avec une information à mettre au conditionnel, mais qui est annoncée par Europe 1, que François Hollande voudrait prolonger l'état d'urgence. Alors, il y a deux sujets. Oui, qu'il y ait eu une grave crispation sur la question religieuse, en particulier depuis que le salafisme et le djihadisme se répandent et répandent le malheur et la violence et le crime dans le monde. C'est vrai, ça exige un débat approfondi et surtout de se garder de tout amalgame. Après, sur votre sujet... Oui, une alerte Europe 1 ce matin. Oui, je pense que les Français souhaitent. On voit bien en parlant avec les Français dans les rencontres, dans les rues, qui souhaitent que le gouvernement prenne toutes les mesures pour assurer leur sécurité. Et même, ils regrettent que notre pays ait laissé s'instaurer progressivement des zones de non-droit où la police, la gendarmerie, les pompiers ne pouvaient plus se rendre. On a oublié un peu trop les valeurs que sont tout simplement le respect de la loi et le respect de ceux qui sont chargés de faire respecter la loi. Sans ordre, sans autorité, sans respect, il n'y a pas de vie de la communauté nationale. Et du coup, on débouche sur une sorte de communautarisme qui se recroqueville dans des ghettos et on aboutit à des situations qui sont extrêmement dangereuses, absolument insupportables pour notre pays. Merci Bernard Accoyer. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains de Haute-Savoie et ancien président de l'Assemblée nationale, d'avoir été notre invité ce matin dans cette matinale d'info. On passe à l'analyse de vos propos et de l'actualité avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, j'accueille ce matin Pascal Jalabert du Dauphiné. Bonjour, Pascal, ça tombe bien, c'est la zone d'influence de Bernard Accoyer qui était notre invité ce matin dans la matinale d'info, et Bruno Dive de Sud-Ouest. Bonjour Bruno. On démarre, si vous voulez bien, toujours sur cette déchéance de nationalité, puisque François Hollande reçoit aujourd'hui les présidents des assemblées. Il tente de reprendre la main dans cette affaire de déchéance de la nationalité, et Bernard Accoyer nous a déclaré il y a quelques minutes que lui, bien sûr, allait la voter. Comment peut-il s'en sortir, François Hollande ? Je ne sais pas comment il va en sortir. C'est lui qui est entré tout seul là-dedans. Il s'est dit, je vais peut-être mettre en difficulté l'opposition. Et aujourd'hui, c'est la majorité qui est en difficulté. En plus, c'est un peu tempête dans un verre d'eau. Parce que franchement, c'est purement symbolique. Et je ne crois pas que la menace d'une déchéance de nationalité dissuade quelque terroriste que ce soit. En même temps, un ancien président de l'Assemblée nationale comme Bernard Accoyer, qui la vote, c'est tout à fait logique, Bruno Dive. Ben, si ça passe, ça sera grâce aux voix de droite, hein, parce que visiblement c'est avec la gauche qu'il y a des difficultés. En revanche, s'il retire la mesure, il va avoir des difficultés avec l'opposition, il aura du mal à faire voter le reste de la révision constitutionnelle. Donc moi, ce qui me frappe dans ce schéma-là que vous évoquiez tout à l'heure de François Hollande, c'est le fait qu'on revient finalement au schéma du départ, c'est-à-dire au dimanche 15 novembre, quand François Hollande reçoit les chefs de parti, les responsables du Parlement, pour évoquer avec eux les mesures à prendre pour répondre aux attentats. Il va sortir notamment de sa besace cette déchéance de nationalité qui passe un peu inaperçue sur le moment, qui est ovationnée au milieu de bien d'autres mesures par tous les députés et les sénateurs au Congrès et qui aujourd'hui cause les problèmes que l'on sait. Il revient à cette concertation initiale avec sans doute le souci de peut-être de ne plus piéger ses opposants, mais de se sortir, comme l'a dit Pascal, du piège finalement dans lequel il s'est mis lui-même. Deuxième thématique importante ce matin, c'est la droite qui obtient la création d'une enquête parlementaire sur les moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme. Et Bernard Accoyer, dans notre matinale d'info tout à l'heure, a effectivement confirmé, et il a dit même on doit vérifier que le gouvernement a conduit au mieux les choses.
Pourquoi il y a questionnement là-dessus, Pascal Jalabert? Je crois d'abord que c'est le fonctionnement de la démocratie, c'est-à-dire que les Ça parlementaires... doit inquiéter les gens quand même. Je ne crois pas qu'il y a à s'inquiéter, c'est le fonctionnement normal de la démocratie. Il s'est passé quelque chose de très grave et la façon dont ça a été géré, que Bruno raconte dans son livre, mérite d'être examiné de très près. Moi, j'ai un petit regret là-dessus, c'est que la commission parlementaire ne soit carrément pas européenne. Parce que si l'on regarde les attentats du 13 novembre, plus l'enquête avance et plus l'on s'aperçoit que tout a été quand même préparé en Belgique. Oui, c'est plus la Belgique qui est en cause dans cette affaire. C'est pas la Belgique qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est les relations entre les services de renseignement des différents États et l'absence de renseignement européen. Vous êtes une spécialiste de la question. Vous avez sorti un livre chez Plomb, Au cœur du pouvoir. C'est donc l'exécutif face aux attentats. Est-ce qu'au fond, dans cette affaire, c'est pas les enquêtes qui sont mises en cause, c'est l'alerte? Oui, mon livre, c'est le pouvoir François Hollande, Manuel Valls et d'autres ministres qui racontent la manière dont ils ont géré les attentats. C'est ce qu'on a vu dans le film de France 3 au début de l'année. Mais il y a un problème que j'évoque effectivement dans ce livre, c'est dans les failles de l'enquête. Voilà. Ce qui est très curieux, c'est que Manuel Valls, par exemple, reconnaît des failles avant Charlie Hebdo. Il n'en reconnaît plus entre les deux, ni Bernard Cazeneuve qui explique qu'ils ont déjoué 6 attentats, qu'il n'y a pas le risque zéro n'existe pas, ce qui est vrai. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a de gros problèmes, de grosses rivalités entre services. Voilà, c'est le dysfonctionnement des services de police, entre services de renseignement qui ne se parlent pas entre eux. Bernard Cazeneuve avait essayé, je raconte cette scène dans le film et le livre, de les mettre tous d'accord dans une salle fumoir pendant les attentats de janvier pour qu'ils coopèrent. Ça a marché sur le moment, mais après la guerre a repris de plus belle entre ces services de renseignement. Donc je crois qu'une commission d'enquête parlementaire est tout à fait justifiée, mais vous avez raison, Pascal a raison, il faudrait effectivement, il y a aussi un problème de coopération avec les services de renseignement. Mais faisons déjà le ménage chez nous et après on pourra voir ce qui se passe aussi avec nos voisins. Trois services de renseignement quand même. 6 même. En tout, il y en a 6. Voilà, en tout, il y en a 6, mais 3 préfecture de police, ministère de l'Intérieur, la PJ, donc 5 à l'intérieur et ces gens qui se parlent pas et les gens de terrain qu'on a enlevés en province, ça commence à faire beaucoup. On passe aux troisième thématique abordée avec Bernard Accoyer ce matin sur notre plateau de la matinale d'info, les primaires, avec son désir pour ces primaires, une aptitude à rassembler, a-t-il dit, un débat d'idées. Au fond, les hommes apparaissaient un peu secondaires dans son propos. Pourquoi ça, Bruno Dive? Oui, j'ai entendu Bernard Accoyer, c'est un conciliateur, Bernard Accoyer. Il a été président de l'Assemblée nationale. C'est pas un va-t-en-guerre et c'est pour ça qu'il est apprécié en général. Mais on sentait bien qu'il n'avait pas envie il soutient François Fillon, je crois qu'il l'a rappelé. Oui, mollement d'ailleurs, j'ai trouvé. Voilà, il n'a pas envie de se mettre à dos d'autres candidats qui pourraient l'emporter, par exemple un ancien président de la République. Donc, quand on ne veut pas se prononcer sur ce genre de questions, on dit toujours revenons au débat d'idées. C'est la solution. Il a insisté pour des primaires vraiment ouvertes, hein. Ça y est, on y est. Oui, des primaires vraiment ouvertes. Surtout, l'objectif, c'est de rassembler le maximum d'électeurs. Ce qui est important dans la primaire, c'est aussi la participation. On l'a bien vu il y a des résultats indiscutables, a-t-il dit. Oui, alors là, évidemment. Et bien au-delà de ceux qui possèdent des cartes du parti. Mais voilà, ce qui va compter à la primaire, c'est évidemment le résultat, mais la deuxième chose qui compte, c'est la dynamique. Et c'est ce qui avait porté François Hollande. Et c'est sûr qu'entre 1,5 million et 4 millions de participants, c'est pas pareil. Alors on passe aux une, bien sûr. Alors celle du Dauphiné. Pourquoi l'espérance de vie a baissé? Ça, c'est la grande une du Dauphiné. Et c'est effectivement une étude de l'INSEE qui est assez inquiétante. L'espérance de vie baisse et les naissances sont en baisse aussi en France. Oui, on reste quand même avec un niveau de naissance très haut par rapport à nos voisins européens. On est autour de 800 000 par an. Quant à l'espérance de vie, il va peut-être falloir s'y faire un peu. Les classes du baby-boom commencent à arriver à 70 ans. Il n'y a plus de centenaires pendant 2-3 ans parce qu'on arrive en 1916, l'année de Verdun, où il y a eu très très peu de naissances. Le dernier à 113 ans est mort hier. Voilà, donc ça va un peu baisser, c'est purement conjoncturel. Et c'est la même une pour Sud-Ouest au fond, hein? C'est la même thématique. Oui, visiblement, il n'avait pas... Oui, en effet, c'est pas très inquiétant. La une, c'est plus de morts, moins d'enfants. Elle est plus... Alors, moins d'enfants, c'est peut-être plus inquiétant, mais même si on reste beaucoup plus haut que nos voisins européens, plus de morts, c'est en effet conjoncturel, parce que
Il y a la courbe démographique et surtout une épidémie de grippe assez forte l'année dernière. Enfin, je rappelle comme que le nombre d'enfants a aussi reculé de 19 000 par rapport à 2014, sur les chiffres qu'il y a d'ailleurs dans Sud-Ouest ce matin. Et c'est aussi le fait que les immigrés, les gens issus de l'immigration font moins d'enfants, ce qui est une forme d'intégration. Merci Bruno Dive, merci Pascal Jalabert. On se retrouve demain à la même heure pour la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale et les programmes continuent sur la chaîne. À demain, bonne journée.